La santé, c'est l'affaire de tous. Nous nous retrouvons sur Phare FM Montauban et nous allons parler santé. Les années glissent sur lui, le temps n'a aucun effet. C'est peut-être dû à tous ces déplacements en vélo qui le conservent. C'est notre médecin à nous, on le prête occasionnellement à la clinique, le docteur Edmundo Pereira. Bonjour Edmundo, comment ça va aujourd'hui? Bonjour Laurent, ça fait plaisir de te retrouver à nouveau. Merci beaucoup pour cette belle introduction là. C'est normal. Ton invité d'aujourd'hui est monsieur Christophe Battier. Bonjour. Bonjour Laurent et bonjour Edmundo. Bonjour Christophe. Vous êtes à la direction du numérique de l'université Claude Bernard Lyon 1. Le sujet d'aujourd'hui est au cœur de notre société. Il n'est pas toujours apprécié. C'est l'intelligence artificielle et nous allons explorer cette intelligence artificielle dans le monde de la santé. Avec vous, monsieur Battier, et avec toi, Edmundo. La santé, c'est l'affaire de tous. C'est parti, vous avez l'antenne. Merci beaucoup Laurent. C'était un grand plaisir de te recevoir aujourd'hui Christophe parce que c'est vrai que ça fait des longues dates. On a commencé à pas mal travailler plutôt sur le 3D à Lyon. C'était des moments inoubliables pour moi. Avant de commencer à attaquer la question, parce que le sujet est riche, est-ce que tu peux te présenter? Alors, pour faire court, je m'intéresse à tout ce qui est innovation dans le monde de l'éducation, de l'enseignement. Voilà, et surtout tout ce qui tourne autour de l'innovation numérique, on va dire. Donc c'est très très large en fait. Oui, c'est l'introduction est courte, voilà. Mais le sujet est très large. D'ailleurs, pour commencer, est-ce que tu peux définir l'intelligence artificielle? Je peux te définir ça. Tu sais que c'est un terme qui existe dans le Larousse. Si tu prends la définition du Larousse, il dit que c'est un ensemble de théories techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. C'est comme si c'était moi qui réfléchissais, qui faisais, qui rédigeais. Donc c'est ça, tous ces logiciels-là, c'est des gens qui sont capables de simuler l'intelligence humaine. Donc c'est quelque chose qui a été théorisé il y a plus de 70 ans, avec des gens comme Alan Turing, John McCarthy, qui ont travaillé autour des bases théoriques de ces choses-là. Et ça a évolué au cours d'années. On ne parle pas d'une intelligence artificielle, mais des intelligences artificielles, un peu comme on parle du numérique. C'est un terme un peu fourre-tout et on peut faire tout et pas mal de choses là-dedans et c'est pas forcément d'intelligence artificielle. D'ailleurs, j'ai découvert il y a pas très longtemps un terme assez intéressant, l'IA Potemkin. En fait, on fait croire que c'est une IA et en fait derrière c'est des petites mains qui bossent. Donc il y a plusieurs l'IA Potemkin. Donc c'est des fausses IA, on vous dit que c'est une IA, un algorithme, mais en fait pas du tout. C'est des gens qui font ça et quand on regarde la façon dont sont construits aujourd'hui certaines IA, il y a beaucoup de petites mains qui vont mettre leurs mains dedans, qui vont du boulot dessus. Donc, on va casser un peu le rythme. C'est pas des gros ordinateurs qui sont beaucoup plus malins que nous. On en est encore loin. Et puis, donc, il y a plusieurs termes qui sont apparus qui ont évolué en fonction des années, des modes. On est aussi sur des choses des formes de mode, des modes de mots. On a parlé de système expert dans les années 50, de machine learning dans les années 80, de deep learning dans les années 2010. Et aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle les modèles génératifs. Ça, c'est la définition informatique. Il y a une dame qui a écrit un bouquin qui est super intéressante, que je vous recommande à lire. C'est Kate Crawford, qui est d'origine australienne, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le Contre-Atlas de l'intelligence artificielle. Et qui dit dans son bouquin, c'est un super bouquin, super documenté, super référencé, on voit que c'est une universitaire, je passe mon temps de passer la page 1 à la fin avec des références, des trucs comme ça, mais c'est super référencé, et elle dit qu'en fait l'IA n'a pas grand chose d'artificiel, c'est une industrie qui est vorace en ressources naturelles, matérielles, logistiques et humaines. Ça consomme énormément de calculs, ça consomme énormément d'énergie. Les terres rares sont engouffrées dans les processeurs, des trucs comme ça. Donc énergétiquement, c'est un vrai souci, c'est un vrai gouffre à énergie. Et donc quand on envoie une requête sur ChatGPT, ça consomme beaucoup d'énergie. Et c'est pas la seule intelligence qui existe, ChatGPT. Voilà. Et le bouquin, c'est donc Kate Crawford, Le Contre-Atlas de l'intelligence artificielle, sans livre de poche. Vous le trouverez un peu partout. Enfin, partout, voilà. Facilement. Et quand on parle de nouvelles technologies de l'information et son utilisation, est-ce que tu peux faire un petit rappel? Parce que je pense que ça englobe un peu plus que l'IA, l'intelligence artificielle. Ouais. Pourquoi on en est arrivé là? C'est parce que on a un écosystème numérique qui a grossi. Si on remonte à quelques années à la création de l'informatique, la micro-informatique dans les années 80, c'est là où on a commencé à avoir les ordinateurs à la maison, c'est là où on a commencé à avoir les ordinateurs dans les bureaux, dans les entreprises. Le plan informatique pour tous, moi c'était en 85. Les premiers ordinateurs que je l'ai vus, c'était en terminale, c'était ZX80, un truc comme ça, un Sinclair, enfin des choses comme ça. Et
ça s'est popularisé parce qu'avant ça existait depuis un bout de temps, depuis une trentaine d'années dans les centres de calcul à l'époque, on appelait ça comme ça. Après tu as eu la révolution, donc la micro-informatique à 80-90, à l'arrivée d'internet en 90 avec Tim Berners-Lee. Moi j'ai été à une des premières conférences de Tim Berners-Lee. Il est venu à une conférence dans les années 89-90. Il dit les gars, il était jeune et les cheveux longs. J'ai inventé un nouveau protocole, le protocole hypertexte, et ça marche un peu comme l'aide de Windows à l'époque. On peut faire des liens comme ça. Et nous, on était tous énervés par un protocole internet que plus personne parle, qui s'appelait le Gopher. On a dit, c'est nul ton truc, ça marche comme Windows, c'est pas terrible. Le Gopher, il y a que ça devrait. Et donc, on lui a répondu ça. Et depuis, je me mords les doigts. Depuis 30 ans, d'avoir fait ces réponses-là à Tim Berners-Lee, c'est la honte éternelle sur moi. Bon, ça, c'est Internet qui est arrivé. Dans Internet, il y a eu des grosses étapes aussi. Rappelle-toi Google, 98, le moteur de recherche, la vidéo streaming, YouTube, parce qu'avant, faire des vidéos, c'était compliqué. L'arrivée des hauts débits, la DSL. Moi, j'avais la moitié de 95% des étudiants à Lyon 1 qui étaient en haut débit en 2000. L'arrivée des réseaux sociaux aussi qui a pas mal bouleversé la diffusion, la communication, la vie politique, la vie sociale, la vie des gens. En bien et en moins bien. C'est pour ça que l'IA, on se méfie, parce que les réseaux sociaux au départ, c'était ouais, c'est sympa, on partage des photos, les machins, des trucs comme ça. Et puis maintenant, on a Trump et des fake news. Donc c'est pas évident. Et dans cette évolution là, donc ces technologies-là ont énormément évolué. Le traitement des données ont énormément évolué et la production de données, on parle de numérique, a explosé. On n'a jamais produit autant de données qu'aujourd'hui. Au départ, je sais pas si tu te rappelles, quand nous on est des vieux, donc on avait des disquettes 5 pouces et demi, elles faisaient 540 kilos octets. On est parti avec des trucs comme ça. Après, on a eu les clés USB avec 10 mégas. Après, on a eu des disques durs avec 100 gigas. Maintenant, moi, j'ai un disque dur sur 2 Tera. Donc, tu vois, à chaque fois, on augmente d'1 million la capacité, le volume. Et donc, après les Tera, on a les pétas. Après les pétas, on a les hexaoctets. Après les zétaoctets. Et aujourd'hui, on est en 2 ou 3 zétaoctets. Là, c'est la taille d'Internet. Donc, on arrive à peu près à donner. Mais c'est quelque chose qui est fabuleux. Il y a un autre truc qui s'est développé aussi en même temps, c'est l'accessibilité à tout ça. C'est maintenant, avec ton iPhone ou ton smartphone, tu as une puissance de calcul, tu as une intelligence dans la main. C'est Michel Serres qui en parlait dans un bouquin qui s'appelle Petite Poussette. Tu as une puissance dans la main, tu as accès à tout le temps. Et donc, c'est quelque chose que avant on n'avait pas. Et après, ça introduit comme un super pouvoir pour les étudiants. C'est sur mon smartphone, en 5 minutes, je vais le trouver, donc j'ai compris. Non, c'est pas parce que tu lis une information que tu l'as compris et que tu es capable de l'assimiler et tu es capable de la reproduire. Et là, il y a un gros boulot par rapport à tout ça. On est noyé dans un flux d'informations. Il faut arriver à faire le tri, il faut arriver à les comprendre, il faut arriver à les appréhender. Et c'est pas évident, quand on regarde le flux d'informations qui nous tombe sur la journée tout le temps, c'est pas évident de suivre ça. Donc on a cette puissance de calcul qui a elle aussi explosé au cours du temps, et c'est avec tous ces écosystèmes-là cumulés qu'aujourd'hui on arrive à cette émergence-là de l'IA générative, de l'IA qui vient, qui donne l'impression que les ordinateurs sont parfois aussi intelligents que nous. Mais c'est pas le cas. J'ai bien répondu? Ouais, tu as très bien répondu, très complet. C'est vrai que c'est assez vaste. Et après, si on parle de l'IA, l'intelligence artificielle, les santé, où nous sommes actuellement et quels sont les défis? J'ai parlé qu'il y avait énormément de données. On a produit énormément de données dans tous les domaines. Et en santé, on produit énormément de données. Je sais pas si tout à l'heure, Laurent, tu as charrié en disant que tu faisais beaucoup de vélos. Est-ce que tu as une montre connectée? Est-ce que tu enregistres tous tes vélos, tes parcours? Il y a beaucoup qui font ça. Donc, tu as ta montre, ça t'enregistre ton rythme cardiaque, ta tension, ta pulsion, là où tu es passé, tes points GPS, laquelle montée, quand tu as fait une côte, combien de temps tu as fréquent... Enfin, bref, tout un tas de données, et ça tous les jours. Et à partir de ces données-là, on a les IA sont capables d'aller farfouiller dans toutes ces datas, dans toutes ces données pour en faire quelque chose. Et donc, dans le domaine de la santé, on génère énormément de données. Toutes les radios aujourd'hui, toutes les radios,
énorme. La majorité des radios produites dans le monde sont numérisées, la majorité des IRM produits dans le monde sont numérisés, des scanners sont numérisés, etc., etc. Et on a des systèmes qui peuvent analyser ça, des systèmes. Alors là où je dis, il y a des humains qui interviennent en disant, ici, sur cette image, c'est caractéristique d'un tel dysfonctionnement, sur telle autre image, c'est tel autre dysfonctionnement, ça c'est tout bon, etc., etc. Et donc on a les systèmes qui sont aidés par des humains et qui sont entraînés pour détecter dans toutes ces données des problématiques, alors pour identifier des cancers émergents, des maladies, des pneumonies, des cancers de la peau, des cancers des tumeurs dans des sections, enfin, moi je connais pas trop ça exactement précisément, mais tu as tout ce monde-là d'analyse de données qui existe et qui est en train d'émerger, avec tout un tas d'applications qui sont en train d'arriver en Inde, je sais, en Asie du Sud, ouais, et en Afrique, autour de des traitements des logiciels, des programmes sur plusieurs pays sur la détection de la tuberculose. Donc c'est des choses qui existent, sur la sclérose en plaques. Donc il y a tout un tas d'IA qui sont capables maintenant, qui s'entraînent, qui sont en train de se mettre en place, d'identifier ces choses-là. Au niveau de la population aussi, d'identifier des analyses de des données sur la santé publique, quand il y a des anomalies pour détecter, en amont, on va essayer, des choses pour quand une épidémie arrive, pour arriver à la suivre, pour avoir des éléments qu'on n'est pas forcément, pour alerter l'humain pour qu'ensuite il puisse aller voir. Donc on est sur le premier niveau des IA, c'est ça, analyse de données, alors que ce soit des données statistiques, des données biométriques, que ce soit des images. Tu vois, on est dans ces grands volumes-là, donc il y a énormément de choses qui sont en train de se mettre en place. Il y a Google qui a fait un truc avec Derm Foundation pour tu fais une photo de ta peau quand t'as un grain de beauté, tu penses qu'il y a un petit souci, un truc comme ça, que tu mets sur leur système à eux, et puis ils te disent c'est plutôt bon ou plutôt pas bon, avant d'aller voir un spécialiste ou pas. Et ça, c'est les grands domaines en ce moment de développement en ce moment. Voilà. Dans ces cas, effectivement, il y a cette évolution au niveau diagnostic, mais toi, comme tu vois que l'IA peut optimiser, ou pas peut-être, le rapport entre médecin et les patients, plutôt dans la partie relationnelle. Dans la partie relationnelle, ça tombe bien que tu me dises ça, parce que il y a un projet de recherche qui s'appelle AMI, Articulate Medical Intelligence Explorer, qui est, je crois que c'est encore Google qui est derrière. Décidément, ils investissent le champ de la santé parce que ça les préoccupe pour différentes raisons qui sont pas que philosophiques, mais plutôt mercantiles. Voilà, mais il faut le dire. Et donc, ils ont fait un test avec des médecins qui accueillaient des patients. J'ai pas le détail exact du protocole d'entretien, mais une IA seule était beaucoup plus pertinente et beaucoup mieux perçue par les patients que le médecin seul. C'est-à-dire qu'il y a un gap. C'est-à-dire ils ont fait plusieurs tests. Le médecin tout seul, le médecin assisté avec un moteur de recherche, le médecin assisté avec une intelligence artificielle et l'intelligence artificielle toute seule. Et l'IA toute seule présente beaucoup plus d'empathie, d'après les gens qui l'ont testé, que les médecins seuls. Voilà, avec des pertinences parce que plus de résultats aussi, de diagnostics qui sont meilleurs avec l'IA toute seule. Alors, il y a peut-être des biais dans l'étude, ça a été publié, c'est à voir ce qu'on peut faire avec ça. Dans le même domaine de la relation client-patient, le souci qu'on a aujourd'hui dans le monde de la santé, et c'est pas uniquement les déserts médicaux en France, c'est un petit souci mondial quand même, c'est le manque de médecins et puis de personnel de santé dans le monde entier. Il y a plein de régions où il n'y a pas assez de médecins, il y a plein de régions où il n'y a pas assez d'infirmières, il y a plein de régions où on n'a pas assez de budget pour payer les infirmières. Donc il y a une boîte qui s'appelle Hippocratikia, je crois, c'est un nom comme ça, qui est en train de bosser avec Nvidia. Nvidia, c'est la boîte qui construit les processeurs qui font fonctionner les IA. Et donc, ils sont en train de travailler sur des IA infirmières qui sont capables de faire des diagnostics en discutant avec les gens. Et donc, ça c'est un projet en disant, voilà, on va faire passer les gens. On a vu pendant mes parents habitent dans un coin perdu, ça s'appelle la Creuse.
Et il y a des cabines de télémédecine où tu t'es enfermé dans une cabine, tu dis j'ai mal à l'épaule, j'ai ceci, cela, et tu mets ton bras ça te fait la tension, tu fais ceci. Il y a 2-3 trucs que tu peux faire en télémédecine. Et donc ils sont en train de développer cette même chose au niveau des infirmières. Parce qu'il y a plein de pays où il manque d'infirmières. Donc l'idée, c'est de filtrer en amont, tu vois, un système de filtre par IA pour faire des diagnostics, pour aider les vraies infirmières ensuite à aller voir les gens où il y en aurait le plus besoin. Ils ont fait des calculs. Une IA, ça leur coûterait, infirmière coûte 8 euros de l'heure, alors qu'une infirmière coûte 80 euros de l'heure en moyenne dans le monde. Enfin, ça dépend des pays, mais voilà où on en est aujourd'hui. Quand je te parlais d'économie, on est en train, il y a des gens qui font des calculs là-dessus. Donc, Hippocratique. IA, vous trouvez ça sur Google si vous voulez plus d'informations sur ces IA. Et donc après, on est sur cette. Oui. Non, vas-y, continue. Et après, c'est nous. Est-ce qu'on accepte d'être traité par une IA ou pas? Est-ce qu'on accepte de perdre ce lien humain ou pas? Est-ce qu'on a besoin d'avoir un lien humain pour se faire soigner? Est-ce qu'on a besoin d'avoir ces relations avec un personnel, avec un médecin, le fameux médecin de famille? Voilà. Le souci, si on prend juste la France, c'est que va prendre un rendez-vous avec un médecin. Tu veux voir un spécialiste, t'en as pour 3 mois, 6 mois, 1 an. C'est un délire, quoi. Donc, si quelqu'un veut une réponse assez rapidement, s'il y a des systèmes qui soient soi-disant fiables, soi-disant testés, soi-disant intelligents, je pense que les gens, ça va répondre à un besoin. Ils iront voir plutôt une machine que d'attendre 6 mois, non. Je sais, on est plus dans cette problématique-là. Si j'ai besoin d'avoir une réponse rapide pour être rassuré, je fais confiance ou pas trop à la machine, mais bon, j'ai pas d'autre choix. Tu vois, ce marché-là, il va être exploité et il commence à être exploité. Voilà. Par rapport aux considérations que tu as fait, on va plutôt vers une déshumanisation de la relation soignant-patient. Mais après, ça rentre une autre question concernant l'accès aux données que tu as bien expliqué des patients par rapport aux maladies. Est-ce que le fait que les patients ils connaissent plus des détails concernant leur pathologie, est-ce que tu penses qu'ils vont être plus impliqués dans leur gestion de santé grâce à l'IA, effectivement? Ouais, alors ça dépend s'ils sont très hypochondriaques ou pas du tout. En fait, il y a différents niveaux de patients. Le patient, il n'est pas unique, il n'y a pas un modèle unique. Il y a toute une variation entre le mec qui en a rien à foutre et celui qui est toutes les 5 minutes chez le médecin. Ou toutes les 10 minutes sur Docteur Simo ou des trucs comme ça. J'ai un bouton, etc. Et puis comme ça coûte pas cher, c'est remboursé par la Sécu, voilà. Mais c'est déjà le cas, c'est-à-dire que il y a plein de gens qui arrivent. Tu sais, je discute souvent avec les médecins à l'université Lyon 1. Ils me disent, je supporte plus les patients qui arrivent, qui ont tout vu sur Google, et qui ont dit monsieur j'ai ça, j'ai vu sur Google, j'ai vu Docteur Stimo, donc il me faut 3 aspirines, 2 suppositoires, signé ici. Il me dit j'en peux plus. Donc ça fait une dizaine d'années que c'est déjà le cas. Donc ça c'est effectivement il y a des patients qui sont très investis, trop. Après, c'est une maladie, dans leur santé personnelle. Puis à l'opposé, t'en as ceux qui fument, qui boivent. Donc, t'as toute cette gamme-là. Mais effectivement, pour le commun des mortels, on va dire la moyenne des gens, t'auras un ensemble de données qui vont te donner plein d'informations. Après, est-ce que tu veux savoir qu'à 40 ans, tu auras un cancer, qu'à 50 ans, tu auras ceci, etc. Ça pose aussi des questions parce que peut-être rapidement les IA sont capables de te donner en fonction de ta vie, ton rythme, ton écosystème, etc., de toutes les données qui ont été enregistrées, te dire monsieur, il vous reste 10, 15, 20 ans à vivre. Est-ce qu'on a envie de savoir ça? Ça, c'est des vraies questions d'éthique, c'est des vraies questions philosophiques à se poser. Est-ce qu'on veut être tracé pour avoir des réponses à ces questions-là? Donc, mais oui, on va être plus impliqué dans la gestion grâce à l'intelligence artificielle. Il y a des moteurs de recherche, j'ai plus le nom en tête, spécialisés sur les services, les applicatifs IA qui te font un suivi, qui te disent il faut courir, il faut manger un peu plus ceci, qui font bip bip, canalisent ton sommeil, t'as pas assez dormi, t'as pas assez de glucose, des trucs comme ça. Est-ce que on va accepter ça? Est-ce qu'on va suivre? Là aussi, ça dépend de chaque personne. Mais il y aura un marché énorme de la donnée personnelle, de la santé personnelle qui va être exploité, ça c'est sûr. C'est intéressant parce que j'ai lu récemment qu'une start-up britannique, je pense qu'elle s'appelle Exscientia, elle a annoncé le démarrage des essais cliniques
du premier médicament conçu par l'intelligence artificielle. Ils ont mis simplement 12 semaines. Je vous invite à voir les émissions parce qu'on a parlé de la conception des médicaments. Ça peut prendre des années pour produire un nouveau médicament. Et effectivement, cette start-up britannique est accompagnée d'une entreprise nipponique qui ont trouvé les molécules. Je pense qu'ils vont travailler sur le trouble obsessionnel du comportement. Alors, comment tu vois cette évolution de l'IA dans la conception des nouveaux médicaments? Est-ce qu'il y a, par rapport à ta connaissance qui est large, est-ce qu'il y a des failles à craindre? Alors, pour répondre d'abord avant les failles sur la conception des médicaments, il y a un projet que tout le monde peut utiliser, s'appelle AlphaFold. Il y a un projet qui est utilisé, je crois, il y a plus de 40 000 utilisateurs en France, donc c'est pas que des médecins, où tu donnes la molécule, la formule d'une molécule de protéines. Et ça va calculer la forme, ça va calculer la longueur, l'épaisseur, la largeur, etc., etc. Et tu peux générer des milliers de molécules. L'idée, c'est de trouver des protéines. C'est pour des protéines, exactement, c'est spécifique aux protéines, en fonction de la forme pour rentrer dans certains capteurs. Et donc, il y a des chercheurs qui bossent avec ça j'ai mon capteur qui est comme ça, je cherche à simuler avec cette IA une molécule qui pourra rentrer bloquer ce capteur pour telle ou telle problématique, telle ou telle maladie. Donc ça, si ça vous intéresse, vous voulez créer votre propre molécule, vous allez sur AlphaFold et vous pouvez créer votre propre molécule. Après, là, on est sur des calculs, on est sur de la statistique, on n'est pas sur des essais, c'est la phase en amont de la création, entre guillemets, biochimique ou, si je caricature, géométrique de la chose. Donc, il y a une grosse IA, c'est 40 000, non, j'ai dit 80 000, c'est 40 000 utilisateurs en France. C'est plus d'1 million de personnes dans le monde qui utilisent ce truc-là. Il y a déjà eu plus de 800 publications qui citent l'usage de cette IA. Donc, c'est quelque chose qui est déjà présent, qui existe, qui est entre guillemets grand public, même si on se met dedans, on peut faire des trucs, on voit que ça bouge, c'est rigolo, mais comprendre, il faut quand même un peu de formation avant d'en faire quelque chose. Mais c'est quelque chose qui est déjà, je vais pas dire dans la vie courante, mais qui est déjà présente dans les labos de recherche, dans les salles pour les étudiants, pour les TP et les choses comme ça. Donc on a déjà des choses, cette IA-là, qui est présente, cet outil-là, qui est présent à disposition. Après, les failles, on a évoqué au démarrage, c'est que les IA, elles s'entraînent sur des modèles. Et les failles, c'est est-ce que tous les modèles sont bien à 100% sécures, est-ce qu'on est sûr de tout ce qu'on met comme données dans les IA? Et comme on met énormément de données, là, ça pose un vrai souci d'être vraiment certain de ce qu'on est en train de faire, de ce qu'on est en train de mettre là-dedans. Et le gros problème aujourd'hui, c'est la fiabilité des données. Voilà. Et le biais, s'il y a un biais, il vient de là, de ces données-là. Voilà. Quels sont les freins que tu vois actuellement au développement de l'IA? On est dans une course folle en ce moment. On voit des choses. Ils ont annoncé. Je sais pas si ça va vous parler, mais on peut mettre 1 million de tokens dans un prompt. Donc c'est un gros. Ils ont sorti une IA. C'est-à-dire qu'on peut énormément. Le token, c'est la commande. Elle est découpée en token et après on peut la mettre l'envoyer à l'IA. Donc elle peut traiter maintenant aujourd'hui les IA génératives peuvent traiter énormément de contenu. Donc on est dans cette course au pognon. On est dans cette course à la puissance de calcul. Mais il va y avoir une limite, c'est est-ce qu'on va accepter ça? Est-ce qu'on va subir ça? Tout à l'heure, je vous parlais du bouquin du contre-atlas d'intelligence artificielle où Kate Crawford, elle parle, c'est un système, c'est une nouvelle colonisation. Les Américains, les GAFA sont en train de coloniser le monde avec leurs préconceptions, avec leurs idées, avec leur IA. Est-ce que nous, alors il y a des moments ça nous aide, mais peut-être il y a un moment ça va nous nuire. À quel moment, jusqu'où on peut accepter ça? Ça c'est d'un point de vue philosophique, jusqu'où on veut faire une dévolution cognitive, c'est-à-dire que plus utiliser notre cerveau, mais le mettre dans une machine qui va penser à notre place. Jusqu'où on va accepter cette dévolution-là. Ensuite, t'as les problèmes juridiques, c'est-à-dire que les modèles ils sont entraînés, ils vont pomper les données à droite à gauche,
est-ce qu'on peut laisser faire ça? Est-ce que en fait on utilise mes données pour en faire quelque chose d'autre sans que moi je touche de l'argent? Donc c'est un problème juridique. Les problèmes éthiques, c'est-à-dire que est-ce que l'IA, ce qui est le cas dans certains pays, les gamins on leur fait passer des tests à 3 ans et puis on lui dit toi tu feras plombier et puis toi tu seras ingénieur et puis c'est décidé à 3 ans puis basta. Est-ce que c'est acceptable? Est-ce que il y a des choses comme ça où nous, est-ce qu'on peut subir ces modèles-là? Voilà. Et puis le dernier défi, c'est le modèle écologique, parce que on est quand même dans une transition écologique où on voit un réchauffement climatique, on voit des impacts dans la vie de tous les jours. On est sur le numérique mondial, c'est 10% de la consommation électrique, donc c'est pas rien et c'est quelque chose qui risque d'exploser avec toutes ces machines qui calculent à notre place. Donc le frein, ça sera plutôt mais il faut pas compter un frein technologique, il faut pas compter un frein sur la course à l'argent, parce que les gens qui sont partis dans la course à l'argent, il y a rien qui les arrête. S'il n'y a pas des lois, s'il n'y a pas des contraintes, s'il n'y a pas des actes, les premiers à avoir l'IA Act, définir on n'a pas le droit de faire ceci, pas le droit de faire cela avec l'IA, c'est l'Europe, parce que économiquement on n'a pas de lobby qui vient nous dire on veut faire ce qu'on veut. Et voilà, c'est ça les contraintes. C'est vrai que le sujet est très 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 intéressant. Malheureusement, on n'a pas vu le temps passer. C'est passé très rapidement. Ouais, c'est bref. Est-ce que tu as malheureusement, mais ça n'empêche pas que tu viennes d'autres fois. Tu sais, de toute façon, tu sais que la porte va être toujours ouverte pour toi. Mais est-ce que tu as une dernière chose à dire, un mot à la fin, quelque chose que tu n'as pas parlé, que tu penses que c'est important pour nos auditrices, nos auditeurs? C'est rigolo l'IA, donc on a une première abord, c'est rigolo de se mettre faire un texte, des trucs comme ça, mais après à long terme, quels sont les effets sur les compétences, les connaissances de nos enfants? On voit l'impact des choses comme TikTok. On commence à avoir du recul en disant sur les réseaux sociaux, on sait pourquoi ils deviennent ils ont une perte d'attention de la vie au quotidien parce qu'ils sont attirés par ces trucs-là, ils se déconnectent de la vraie vie pour aller dans des trucs comme ça. Est-ce que l'IA aura, mais ça c'est sûr, la réponse est déjà oui, des effets contre-productifs, des effets où je parlais d'évolution tout à l'heure. Il y avait une conférence de Michel Serres sur l'évolution du numérique où il parlait d'évolution cognitive, le numérique était partout, les savoirs étaient partout, mais tous ces trucs-là nous condamnent à une chose, à devenir intelligent. Parce que si on fait pas de réflexion, si on n'a pas de recul, si on sait pas comment bien les utiliser, on va se faire bouffer par le système. Et effectivement, il faut toujours avoir son esprit critique. Il faut toujours se poser des questions et effectivement, comme tout dans la vie, il faut savoir jusqu'où on veut y aller. Voilà. Christophe, un grand merci pour toutes ces explications. C'est vrai que je me rappelle les beaux temps de l'université Claude Bernard, qu'on a passé beaucoup de temps à travailler sur l'informatique. Effectivement, à l'époque, c'était plus trop le 3D, c'était pas l'IA. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance de travailler avec toi. J'ai beaucoup appris. Tu m'as aidé à développer pas mal de choses au niveau numérique. Un grand merci. Simplement, il faut que tu saches que les portes de Phare FM sont toujours ouvertes à toi. Tu peux venir quand tu veux. Et si un jour tu passes dans le Tarn-et-Garonne, tu es toujours le bienvenu. On ira faire du vélo ensemble, ça marche. Exactement, et on mettra plein de pouces pour contrôler tout le mouvement. Je te passe l'antenne, Laurent. Merci beaucoup, messieurs. Attention, Edmundo fait beaucoup de vélo dans la semaine et il va très très vite. Voilà, cette émission est terminée. Merci de l'avoir suivie. Je rappelle qu'elle est disponible en podcast sur notre site www.pharefm.com, rubrique La santé, c'est l'affaire de tous.